à tous et bienvenue dans Aime les défis, émission consacrée aujourd'hui à l'expérience TEDx Canebière. Alors c'est quoi? Eh bien découvrons-le avec nos invités. Sandra Rigal-Vadel, organisatrice du TEDx Canebière. Anne Juventeni, coach pour l'événement, et Jean-Marc Elbar, qui a relevé le défi de monter sur la scène du TEDx. Et vous êtes à la ville président de l'association D'accord pour développement des apprentissages, des compétences et des réalisations. Alors d'abord bonjour et bienvenue à vous trois. Un mot d'abord sur les TEDx. Ce sont des conférences dans les grandes villes de France sur le modèle des TED. TED qui existe depuis plus de 30 ans aux États-Unis, et les grands de ce monde, de Bill Gates à Bill Clinton ou bien encore Yann Arthus Bertrand, ils ont tous eu un peu plus de 12 minutes pour porter leurs idées et vulgariser leurs sujets. Et à Marseille, le premier TEDx vient de se dérouler en ce printemps. Alors Sandra Rigal-Vadel, comment ça s'est passé? Comment s'est déroulé le casting? 8 personnes ont été sélectionnées pour se produire, on peut dire, sur la scène des TEDx. Absolument. Le casting s'est passé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous avons validé une ligne éditoriale auprès de TEDUS. Notre conférence portait sur, s'appelait Aux actes, et devait mettre en avant des acteurs de la métropole marseillaise. Et 8 personnes inconnues du grand public. Absolument. Donc les critères du casting étaient assez simples. Ce devaient être des personnes locales, habitants, travaillant, engagés dans la métropole marseillaise. C'était le premier critère, celui qui répondait à notre ligne éditoriale. Ensuite, le deuxième critère, c'était des porteurs de projets. On souhaitait vraiment mettre en avant des gens qui s'engageaient et qui étaient à l'œuvre opérationnelle. Donc on avait on a eu comme speaker des chefs d'entreprise, des patrons d'associations, donc voilà, des gens vraiment engagés. Des acteurs du changement, d'innovation, Made in Marseille donc. Mais c'est quand même pas tout d'avoir des idées. Encore faut-il savoir aussi les mettre en avant et les porter sur scène comme ça pendant plus de 10 minutes. C'est pas évident? Non, c'est pas évident. Toutes ces personnes, effectivement, étaient des anonymes. Ça faisait partie aussi de nos critères de casting. On ne souhaitait absolument pas voir des gens qui étaient déjà médiatisés. Donc, c'était des anonymes qui sont passés par un coaching assez précis et structuré. Et c'est le travail d'Anne Juventeni. Comment ça s'est passé, ce coaching? Ça s'est déroulé en combien de temps? Alors, ça s'est déroulé à peu près sur 4 mois, en fait, avec plusieurs temps. En fait, c'est en 3 temps. Un premier temps qui est vraiment consacré au message, en fait. Parce qu'on a choisi les personnes sur la base, en fait, de leur expérience et de ce qui nous semblait être le message important à passer à la communauté. Mais souvent, eux-mêmes ne sont pas très conscients de la force de leur message, ne savent pas forcément le structurer ou le rendre intelligible, surtout sur un format de 12 minutes qui est à la fois trop court ou trop long par rapport à ce qu'on observe d'habitude. Donc la première étape, c'est vraiment de les faire accoucher de ce message clé qu'ils vont devoir dérouler pendant 12 à 18 minutes. Pour réussir à intéresser le public, tout à fait. C'est quand même pas évident. Oui, parce qu'on peut être soit sur des sujets très personnels et donc il y a beaucoup d'affect, c'est pas forcément facile de livrer ça à du grand public, soit sur des sujets au contraire extrêmement techniques à vulgariser. Qu'il faut vulgariser. Donc voilà, il y a ce premier défi, c'est de trouver ce message clé et de le rendre finalement intelligible, accessible et inspirant sur un format de 12 à 18 minutes. Ensuite, il y a la prise de parole en public en tant que telle. C'est pas quelque chose qui est pour tout le monde et habituel. Et en particulier pour notre édition, c'est vrai que la plupart des gens n'avaient pas du tout l'habitude de prendre la parole en public. Donc après, il y a le coaching de la prise de parole en public avec des éléments scéniques, de positionnement. Et puis après, il y a la dernière partie où là, vraiment, on est sur scène aux répétitions. Et là, il faut arriver à tout mettre en orchestre, à se rappeler de tout. Et c'était votre challenge, Jean-Marc Elbar. Tout à fait, oui. Vous avez beaucoup eu le trac? Oui, oui, le tract, parce que d'abord, on n'est pas habitué à ce genre d'expérience. 2, on sait quand même qu'on passe dans TEDx, qui est quelque chose d'important. Une usine à l'échelle des États-Unis. On sait que c'est très lisible. On a à faire passer des messages. Et donc, par rapport à ça, on a à avoir un discours qui soit cohérent. C'est là où les coachs nous aident à le structurer, à nous dire quand c'est qu'il faut faire passer ces messages. Et puis après, comme vous le dites, c'est quand même un cahier des charges très assez précis, lourd, assez lourd, avec un positionnement sur scène, avec un micro-casque, pour des gens comme moi qui ne sont pas habitués. Qui l'ont jamais fait.
Voilà, après, le gros travail d'Anne aussi, c'est justement qu'on arrive à prendre confiance en soi. Et on va voir justement à quel niveau vous avez eu confiance en vous et est-ce que vous avez réussi cette prestation, est-ce que vous vous êtes senti à l'aise, puisqu'on va visionner un condensé de vos 13 minutes d'intervention. Le 25 février dernier, j'ai produit un spectacle devant 300 personnes, le D'accord Show. Pourtant, je suis ni comédien, ni producteur, ni artiste. Je suis juste président d'une association, D'accord, qui œuvre à améliorer les conditions de vie de personnes en situation de handicap. Nos objectifs, 3. Premièrement, créer des lieux de rencontre en dehors des établissements spécialisés. Deuxièmement, créer des moments festifs, des moments de loisirs dans des lieux ordinaires. Troisièmement, rencontrer des personnes, avoir des échanges, avoir une ambiance. Et ces échanges permettent, entre parents, entre jeunes, entre éducateurs, quelque part de participer à une autre insertion sociale. Je suis moi-même papa d'une jeune fille de 27 ans, Giovanna, grande prématurée, atteinte de déficience visuelle et atteinte de déficience intellectuelle. J'ai rencontré cette jeune fille à l'âge de 6 ans, en même temps que je rencontrais sa maman. Ce fut le changement radical de ma vie. Non seulement je rencontrais la femme de ma vie, mais j'avais le cadeau extraordinaire de pouvoir partager une complicité et un amour sans filtre. Et l'idée, elle m'est venue de ma fille, Giovanna. Elle adore la musique, elle est passionnée par le chant depuis son plus jeune âge. Et nous avons vu la métamorphose que pouvait apporter cette passion à Giovanna. L'idée de partager cette expérience avec d'autres handicapés mentaux va créer un autre chemin. On pourrait peut-être donner une autre expérience, une autre vision à ces jeunes handicapés. Et surtout, messieurs, mesdames, une autre voie dans un monde sans différence, mais surtout sans indifférence. Merci beaucoup. Et retour sur votre expérience, Jean-Marc Elbar, on a senti de l'émotion dans votre voix à de nombreux moments. Il faut savoir gérer ça, l'aller-retour entre son expérience et puis sa vie personnelle. Oui, on se livre un petit peu quand on doit défier un petit peu le public à se livrer à cette expérience, de donner un petit peu son émotion personnelle sur sa vie. Mais je pense que ça faisait partie complètement de mon état d'âme. Le discours, est vrai, a été bien structuré, mais en fait, après, ce sont ces tripes qui parlent. Et puis, je crois qu'au fur et à mesure du discours, c'est ce qu'on voit un petit peu là, on prend un peu plus de confiance, on se livre vraiment ce qu'on a envie, on est sûr de son projet. On devient vrai, finalement. Voilà, exactement. Et puis ça allait très bien avec le sujet, puisque j'explique que ces jeunes handicapés parlent vrai, il fallait que je fasse comme eux quand même. Donc c'est un petit peu ça. Mais une fois qu'on est sur scène, on voit plus trop les gens. On essaye vraiment de sortir de ce qu'on a, de son corps, de sa voix, tout ce qu'on a pu ressentir pour pouvoir créer ce projet. Et puis on a la satisfaction à la fin que on voit le message est passé. Que le message est passé. Sandra, c'est un peu le défi, la recette TEDx, si on peut dire, mêler à la fois son expérience et puis des éléments de sa vie privée pour contextualiser, pour raconter la petite histoire dans la grande, si je peux dire. Oui, effectivement, le storytelling, comme on dit en anglais, le moment où on raconte un petit peu sa vie, c'est fondamental, c'est l'introduction de chaque talk, de toute manière. Néanmoins, après, tout dépend du thème qui est abordé dans le talk et ça prend plus ou moins de place. Dans le cadre du talk de Jean-Marc, effectivement, c'était extrêmement fondateur par rapport à son discours. Après, on a eu d'autres talks sur la science ou l'économie qui nécessitaient un petit peu moins d'investissement personnel et qui retransmettaient un petit peu moins ces émotions-là. Mais effectivement, ça fait partie des recettes. Quel conseil vous aviez apporté à Jean-Marc ?
Jean-Marc, en fait, c'était assez simple parce que dès qu'on l'a rencontré avec Sandra, enfin voilà, c'était un coup de cœur et même sur toute l'équipe, on savait que de toute façon, son parcours était tellement exceptionnel, il y avait tellement d'engagement, qu'il n'y avait pas tellement de conseils à lui donner. C'était plus effectivement de voir comment est-ce qu'il pouvait s'approprier vraiment. Je pense qu'il n'était même pas conscient de la force de son parcours et de son discours. C'était plus de lui faire prendre confiance dans le fait qu'il pouvait y aller avec ses propres mots. Se lâcher finalement, oui, tout à fait, mettre en orchestre son histoire. Cette capacité à toucher d'emblée de toute façon, nous avait touché sans aucune préparation. Puis je crois qu'il y a aussi il y a quand même un ton de voix, une capacité à occuper l'espace qui était naturelle, dont il n'était pas conscient. Donc c'était plus de lui faire prendre confiance en lui. Et dans le cadre du TEDx Canebière, chacun a raconté son histoire, son expérience avec son propre regard, comme le démontrent aussi ces autres morceaux choisis. On a toujours l'impression que pour changer, il faut voter. Donc ça, c'est un moyen de changer, c'est sûr. Mais l'impact qu'on a quand on fait nos courses, mais vous n'avez même pas idée. Hein. C'est-à-dire que quand on achète quelque chose, il y a vraiment des vies de gens qui sont en jeu. Hein. L'ubérisation, c'est donner à chacun, quel que soit son âge, quelle que soit sa profession, quelle que soit son expérience, quelle que soit son origine, la capacité à pouvoir créer son propre job sans forcément avoir de diplôme. Il faudra bien finir par apprendre à protéger cette nature qui finalement ne demande que notre respect pour continuer à tout nous donner. Nous avons le pouvoir, en une génération, de changer le monde pour un monde plus humain. Alors, on a vu dans l'ordre Caroline Gloton-Jamais et son espoir dans le placard, Pascal Lorne pour Liberté, Égalité, Ubérité, Frédéric Gau avec La chimie de la nature, thérapie contre le cancer, et enfin Catherine Schmieder qui prône une éducation bienveillante pour un monde plus humain. Jean-Marc Elbar, est-ce qu'il y a un avant et un après TEDx ? Complètement. Déjà, pour reprendre ce que disait Anne, elle vous donne en fait une confiance en vous, donc on est plus à l'aise pour exposer son projet. On prend force que son projet, finalement, ou sa réalisation est un parcours qui existe, sur lequel on peut continuer à combattre, ça vous donne de la force. Et puis, j'ai eu la chance, moi, de passer juste après l'entracte, avant l'entracte de TED, et j'ai eu déjà un moment extraordinaire où tous les gens sont venus vers moi, on m'a dit vous avez ouvert les yeux, continuez, des cartes de visite qui se sont échangées, et depuis, effectivement, même si encore les vues ne sont pas passées, ce qui vont être certainement très bénéfiques à notre projet, beaucoup de rencontres, beaucoup de gens qui vous sollicitent à continuer et à vous battre, et beaucoup plus de force à le faire après TED. Donc une aventure qui se prolonge. Sandra, le concept des TED est quand même très ambitieux. Changer le monde, c'est fort. Est-ce qu'on peut le faire comme ça, juste en présentant ses idées sur scène, changer le monde, changer les consciences, en tout cas au moins des personnes qui sont dans la salle, c'est l'objectif ? Absolument, absolument. Effectivement, les TED Talks permettent justement de montrer des idées inspirantes qui méritent d'être diffusées. Oui, ça peut changer le monde parce que justement c'est une communication digitale autour des TED Talks. Et de ce fait, il y a la possibilité que des gens dans le monde entier puissent écouter, comprendre et diffuser ces idées-là. Donc effectivement, il y a une possibilité de changer le monde. Alors pour le moment, nous, notre ambition, TEDx Canebière, c'était vraiment de transformer des convictions individuelles en ambitions collectives. Donc déjà, chaque personne a changé lui-même, le public peut-être, et demain Marseille, et après-demain le monde. Et Anne, c'est ce que vous essayez aussi de transmettre de par votre coaching, passer des idées à l'action ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est que chacun, en fait, est maître de son propre changement et que c'est à partir du changement de soi et de ces changements intérieurs qu'on peut impulser un changement dans notre famille, dans notre communauté, dans notre ville et évidemment, du coup, dans le monde. Et merci beaucoup, merci à tous les trois de nous avoir fait partager votre expérience. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau Aime les défis.